Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je me présente, Mathieu Legendre. J'appartiens à la société Laplace et je suis actuellement chargé de la planification pour l'ensemble de la France des grands travaux pour la société. Je travaille actuellement depuis 2 ans sur le développement de la 4D, qui est dans notre mission d'économiste la notion d'OPC, d'ordonnancement, pilotage et coordination. J'ai décliné cette thématique en une phase conception et une phase exécution, où l'ordonnancement, pilotage et coordination peut se décliner en ordonnancement, planification, pilotage et coordination. Ordonnancement, planification pour la conception, pilotage et coordination pour l'exécution. Au niveau des méthodologies développées, nous avons pris le parti de développer donc, dans un premier temps, l'ordonnancement en phase conception, puis la planification. Depuis 2007, l'ordonnancement au sein de la société Laplace est passé en 3D. Nous utilisons des logiciels assez simples qui nous permettent de créer des volumétries, comme vous pouvez le voir en haut à droite, et de réaliser des zonings, des définitions du sens de production de la zone et des définitions du sens d'avancement entre les zones. En parallèle, et classiquement, nous utilisons des logiciels type Microsoft Project pour définir la planification. Cette planification a pu être développée d'une façon précise en indiquant les phasages, conception, construction, réception, les séquençages, donc intervention de la structure, de l'enveloppe, partition, le chaînage de l'ensemble des tâches à l'intérieur de ce planning et la définition, en définitif, de la durée de ces tâches. Au jour d'aujourd'hui, ces méthodes sont éculées, mais totalement indépendantes. C'est-à-dire que l'ordonnancement est un préalable à la planification, et la planification ne peut se faire, selon notre principe, qu'après la définition de l'ordonnancement. Ces différents éléments nous obligent, en phase de conception, à assimiler l'ensemble des CCTP, des plans en 2D, pour pouvoir définir précisément l'ordonnancement. Il faut, en tant qu'économiste aussi, définir et intégrer l'ensemble des ouvrages mis en œuvre à l'intérieur du bâtiment. Le fait que l'ordonnancement soit dépendant, la planification soit dépendante de l'ordonnancement fait qu'on est obligé de séquencer. Il n'y a aucune liaison au jour d'aujourd'hui entre l'ordonnancement 3D et la planification. Dans le cadre du BIM, nous avons cherché à développer la maîtrise d'une nouvelle méthodologie. Nous avons recherché donc une planification plus précise et plus concrète, une résolution anticipée des interfaces entre les actions, une recherche de présynthèse, une visualisation améliorée de l'évolution temporelle du projet et une approche dynamique et non statique de la planification. C'est là qu'intervient le BIM, la 4D, qui nous permet, en fait, si je reprends la première diapositive, de lier l'ordonnancement, donc la 3D, à l'esprit temporel donc, du séquençage et du phasage de l'opération, la planification. L'objet, donc, à l'intérieur de la 4D, est donc d'intégrer la fameuse maquette numérique, qui est réalisée en phase conception, à la planification. D'où la mise en œuvre de cette fameuse 4D que l'on voit ici. Donc, pour y parvenir, nous avons utilisé au jour d'aujourd'hui la modélisation 3D, plus les plannings travaux que nous intégrons au sein d'un logiciel 4D. Donc, je vais passer rapidement sur ces éléments pour pouvoir vous présenter en réel la façon dont on peut travailler avec un logiciel que nous appellerons 4D. Ce logiciel, nous l'utilisons à peu près depuis 18 mois. Nous sommes actuellement en planification 4D sur une phase conception et sur une plus petite opération en préparation de chantier courant juillet de cette année. En espérant que tout se passe bien. Je vous propose de nous présenter le logiciel, au moins la présentation, qu'on puisse vous faire la présentation du fonctionnement de la 4D. Je vais vous présenter les différentes interfaces et vous allez retrouver finalement les différents outils qu'on utilise aujourd'hui, c'est-à-dire la maquette numérique pour certains et le planning pour d'autres. Sauf que tout se retrouve dans le même logiciel
et vous permet de simuler la construction du bâtiment. Pardon? Vous pouvez appuyer sur pause, s'il vous plaît, que je présente. Appuyez sur stop, ça sera plus simple. Voilà. Donc le logiciel, se présente en 4 parties. 2 parties principales. Vous avez notre fameux Gantt sur votre droite en haut, le descriptif des tâches avec leur durée. Alors ceci est un exemple anglais. Le logiciel est français, mais je vous ai montré la démonstration. Je ne vous ai pas montré les chantiers en cours. Vous avez la 4D, la maquette au niveau image et la maquette au niveau objet. C'est le principe de la maquette numérique. Vous avez les objets décrits et vous avez l'image. À chaque objet correspond donc une image sur la 3D. Et le principe de la 4D, c'est qu'à chaque objet, vous pouvez dédier une tâche sur le logiciel de planification. Ce qui vous permet, dans l'absolu, de faire une simulation en phase conception de la construction. Vous avez aussi le Gantt, avec cette fameuse flèche rouge, qui vous permet, c'est un curseur qui vous permet de visualiser l'état des lieux du chantier. Je vous propose de redémarrer la simulation. Donc à l'avancement des travaux, on peut voir en vert les travaux en cours réalisés, les dallages répartis et l'avancement niveau par niveau. On pourra redémarrer après la simulation une fois qu'elle sera terminée. On voit là, c'est assez rapide, mais toutes les tâches récapitulatives peuvent être détaillées et on peut donc construire, simuler le bâtiment dans son intégralité, des terrassements à la réception. L'intérêt au jour d'aujourd'hui, c'est de permettre à la fois en phase conception, souvent avec les BET, notamment en structure, il arrive que certains ouvrages tiennent à la réception, mais en phase réalisation ne soient pas possiblement mis en œuvre. Donc on peut gérer les différentes interfaces, à la fois en synthèse aussi, mais aussi en temporalité, et voir les différents clashs possibles grâce à ce type de logiciel. Au jour d'aujourd'hui, je connais à peu près, disons, 3 logiciels qui fonctionnent sur cette thématique. Je pourrais vous en parler après si vous le souhaitez. En dehors de l'atelier. Oui, tout à fait. Je n'ai pas encore fait mes 10 minutes. Non, tout à fait. Donc je serais bien resté sur le logiciel si ça vous dérange pas. Ça permet d'avoir une approche beaucoup plus concrète. Au jour d'aujourd'hui, le fait de pouvoir intégrer ces différents éléments nous apporte, nous, des qualités de développement potentiel et d'approche auprès à la fois des maîtres d'ouvrage, d'une part, et des différentes entreprises présentes sur site. Au niveau communication, en regardant au plus simple, il est très vendeur auprès de son maître d'ouvrage de présenter ce genre de simulation, de garantir les délais avec ce genre de présentation, plutôt que de présenter un Gantt fastidieux et souvent non regardé par les différents intervenants, puisqu'ils le trouvent très très ennuyeux. Le Gantt est généralement l'objet le plus ennuyeux d'une opération, sauf le Gantt velours, tout à fait. Concernant les interfaces au niveau des réunions de chantier, en tant qu'OPC, nous, ce que nous utilisons, c'est souvent les préavis d'activité, très simples, avec au mois ou à la semaine, les tâches qui doivent être réalisées. Et pareil, plutôt que de vous présenter un tableau Excel ou un tableau Project, on vous présente les différents objets qui sont à réaliser dans la semaine ou dans le mois qui vient. Cela permet d'avoir un focus précis en salle de réunion et auprès des chefs de chantier pour que sur site, on ait une certaine facilité d'approche des travaux réalisés, mais aussi des retards et des problèmes qui peuvent arriver sur le chantier. Voilà. Eh ben, on pourra vous poser une suite de questions après. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir effectivement dans une autre société comment est-ce que le BIM a été intégré, comment est-ce que ça a changé les métiers, comment étaient les métiers avant,
maintenant et peut-être aussi comment est-ce qu'ils vont être demain. Florian Pouilly, je vous laisse la main pour nous présenter effectivement votre usage du BIM, de la maquette numérique en tant qu'économiste de la construction numérique, on pourrait dire. On peut dire ça également. Donc merci Gersandre. Florian Pouilly, j'ai 26 ans, je viens de la région stéphanoise où je suis donc économiste au sein du cabinet GBA Eco qui compte une vingtaine de salariés. À titre personnel, donc j'ai intégré la commission BIM de l'Intec en début d'année avec Stéphane également. Et puis je fais partie de la première promotion du master spécialisé BIM qui est dispensé par l'École des Ponts et l'ESTP à Paris. On a décidé donc avec mon entreprise d'intégrer cette formation afin de négocier au mieux le virage du BIM qui est un virage important et de se donner les moyens de prendre les bonnes décisions. Pour la suite, j'ai vraiment besoin du support. Non, rapidement, donc, bon, ça c'était ma slide de présentation. Sur le petit dessin qu'il y a en bas, je voulais juste rappeler ma définition des, si on peut revenir juste en arrière, s'il vous plaît, des dimensions du BIM. Pour moi, il est important de rappeler que le BIM, avant d'être une maquette numérique, c'est une base de données. Et à partir du moment où on considère que c'est une base de données qui est accessible via une interface qui est une maquette numérique, on peut à ce moment-là comprendre qu'un objet peut avoir plus que 3 dimensions. Et du coup, dans les dimensions supplémentaires qu'on peut donner à un objet, il y a donc la 4D, on en a bien parlé, avec tout ce qui concerne la temporalité de chaque objet. Et puis la 5e dimension, tout ce qui est rapport au coût de chaque objet. Quand on parle de coût, il faut parler au sens très large du terme, puisqu'on peut intégrer des coûts programmés, des coûts estimés, des coûts contractés, des coûts construits, et puis du coût global, puisque c'est quand même là que l'ensemble des gains est à considérer. Rapidement, la 6D pour dire que c'est l'ensemble des données liées à l'analyse du cycle de vie de chaque objet, et la 7D pour prendre en compte toute la pérennité des ouvrages dans le cadre de l'exploitation des bâtiments. Si on peut passer à la slide suivante. Aujourd'hui, quand on dit qu'on travaille en BIM, ça veut à la fois tout et rien dire. Il est très important à mon sens de définir à quel niveau de maturité on travaille en BIM. Alors ce schéma est très connu dans le monde du BIM, je vais essayer de le déchiffrer avec vous. Moi j'ai ajouté les annotations hier, aujourd'hui, demain pour essayer de situer notre intervention là-dessus. Donc rapidement, le BIM niveau 3, aujourd'hui c'est un Graal pour certains, une utopie pour d'autres. C'est clairement impossible à ce jour en France. Le BIM niveau 3, c'est une maquette qui tourne sur le cloud, qui est co-modélisée par tout le monde. On fait de la conception, du dimensionnement et de l'estimation en direct. C'est ni adapté aux logiciels qui existent, ni adapté à nos méthodes de travail. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est peut-être vers ce qu'il faut tendre ou pas, mais en tout cas, c'est pas l'actualité. Et donc, je vais essayer de vous retracer notre cheminement en interne jusqu'à quelque chose qui ressemble à un niveau de maturité numéro 2. Donc nous, on est parti du pré-BIM, comme beaucoup, comme tous, je pense. Ça fait une dizaine d'années qu'on a en interne des licences pour travailler sur des logiciels CAO, qui sont aujourd'hui devenus des logiciels BIM. Donc pareil, je ne vais pas le citer, mais c'est un des logiciels phares, on va dire ça comme ça. Et donc à l'époque, nos méthodes, c'était... on fait de la digite. Donc clairement, au lieu de prendre nos dimensions avec un QTCH, eh ben on remodélise des objets. Alors des objets, on ne savait pas encore que c'était des objets, des éléments, et on se sert des quantités de ces éléments pour obtenir notre vie quantitative, pour réaliser nos estimations. Ça, c'était la première étape. Ensuite, la vraie rentrée dans le BIM, c'est dès lors qu'on s'impose une rigueur à construire des objets tels qu'ils le sont au sens constructif. Ça peut paraître stupide, mais ça l'est pas forcément, et c'est pas aussi simple que ça en a l'air. En fait, si je devais prendre un exemple ici, je vous dirais qu'avant, pour tracer un mur, je dessinais un parallélépipède dont je valorisais les quantités donc, qui étaient concernées. Et ensuite, ce parallélépipède, je le définissais en tant que mur. Et maintenant, on modélise des murs, donc qui ont toutes les caractéristiques inhérentes à un mur, c'est-à-dire que
Il est appuyé sur quelque chose, il peut avoir une capacité porteuse, une résistance thermique, il est composé d'un nombre défini ou non de couches, il peut contenir des baies, enfin, voilà, je vous passe les détails, et puis il peut avoir un coût. Et c'est uniquement en basculant dans cette modélisation objet qu'on peut amener de l'intelligence au modèle. Le fait de travailler en BIM niveau 1, dans les faits, ça veut dire que chaque spécialiste, quelque part, construit sa maquette. Et du coup, dans ce schéma, on retrouve très souvent une maquette architecte, une maquette économiste, une maquette fluide, une maquette structure, il peut y en avoir d'autres, il peut y avoir des simulations acoustiques, c'est du classique. Et du coup, on peut faire quelque chose qui ressemble à de la pré-synthèse, voire à de la synthèse de ces modèles en les compilant. Ensuite, pour passer au BIM niveau 2, il faut ajouter à ça la notion de modèle et non plus de maquette. Et il faut aborder un sujet qui est prépondérant dans le BIM, je crois que c'est le sujet sur lequel va insister également Stéphane, c'est la fameuse collaboration. Clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est le plus compliqué parce que ça impacte les humains. Autant la modélisation, ça ne concerne presque que nous, et c'est uniquement de la rigueur à s'imposer, autant la collaboration, c'est un petit peu plus délicat. Dans le BIM en niveau 2, on raisonne à l'envers. Enfin, à l'envers du niveau 1, mais on se rapproche de la solution qui sera viable sur le long terme. En fait, on construit tous ensemble une maquette, et à partir de cette maquette, chaque spécialiste retire un modèle qui lui permettra de faire son analyse. Donc on travaille tous à partir de la maquette centrale ou générale, ou on l'appelle comme on veut, et à partir de là, il faut qu'elle soit montée de manière à ce qu'elle corresponde aux attendus qu'on a pour chacun appliquer sa science. Donc ça, c'est le BIM niveau 2. Ça passe aujourd'hui par énormément de formalisation, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est pas adapté c'est très différent des méthodes qu'on utilise aujourd'hui, et du coup, il y a énormément de craintes au sujet de la propriété intellectuelle, de qui gère quoi à quel moment, qui a fait quelle modification à quel moment. Et donc je reviendrai sur ce point par la suite. C'est les sujets qu'on est en train de ficeler pour cadrer notre intervention sur les interventions de nos projets BIM sur ce niveau de maturité. Si on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Là, donc, sur les 2 prochaines slides, j'ai essayé de vous mettre rapidement des imprimes écran. Donc, à l'heure du BIM, c'est un petit peu dépassé, mais bon, on va s'y en accommoder, de ce que l'on fait aujourd'hui. En haut, c'est un imprimé écran d'un logiciel BIM donc bien connu. Et ensuite, donc, nous, à chaque objet, on associe des prestations au sens donc, économie du terme. Donc, on peut par exemple lier un article de CCTP, voire plusieurs, à un objet, et également préprogrammer la configuration de nos cadres de DPGF pour établir nos dossiers de consultation. Volontairement, ici, je vous ai mis un projet d'une certaine envergure. Sur la slide suivante, c'est différent. Ici, on parle d'un hôpital de 25 000 m². Sur la slide suivante, c'est 20 pavillons en bande en logement social. Tout ça pour dire qu'on entend souvent dire que le BIM, c'est réservé aux gros projets. Moi, je suis de l'avis de dire que le BIM, c'est d'autant plus intéressant que le projet est complexe. Mais une fois qu'on le maîtrise sur les projets complexes, il y a peu de raisons qui feraient qu'on ne l'utiliserait pas sur tous les projets. Ça, c'est mon avis. Vous dire ici que pour lier justement à chaque objet les livrables que nous produisons, donc ici un 4.2 DPGF et un CCTP, ou une estimation avant, il y a plusieurs méthodes possibles. Énormément de méthodes très différentes en elles-mêmes. La première pourrait être de continuer à utiliser notre logiciel métier et de l'associer à une visionneuse IFC qui pourrait être gratuite en plus. Ça a des limites, mais disons que c'est possible. On peut également, c'est la solution donc, que je vous expose ici, lier un logiciel métier avec un logiciel BIM CAO. Avec les contraintes que ça engendre, mais avec les avantages également que ça nous laisse. Une autre possibilité également est d'utiliser un logiciel métier qui intègre une partie d'un logiciel BIM, donc une visionneuse, mais de manière plus étoffée, car elle permet quand même d'ajouter à la maquette la couche de données qui est produite par l'économiste.
Et ensuite, pour moi, il y a quand même une dernière solution, puisque c'est celle que certains utilisent, c'est de travailler uniquement avec un logiciel BIM et de ne plus utiliser nos logiciels métiers. Là-dessus, mon avis encore, si je peux me permettre de vous le donner, c'est qu'il n'y a pas de solution idoine aujourd'hui, sinon ça se saurait. À mon avis, ça dépend complètement du type de structure que vous avez, de vos méthodes, du type de projet que vous réalisez, et pour pousser un peu le vice, de la phase à laquelle vous êtes. Puisqu'il y a peut-être des méthodes qui sont plus pertinentes en fonction de la phase à laquelle vous travaillez. Et puis donc je profite également donc, de cette slide pour vous dire qu'on entend souvent dire, dans le BIM, il n'y a plus de mission quantitative, puisque toutes les quantités sont intégrées à la maquette. Pour bien connaître les logiciels BIM, il n'y a aucune quantité qui nous parle à nous, économistes, qui sont intégrées dans la maquette. Si vous les cherchez, vous allez les chercher très longtemps. Ce qui est contenu dans la maquette, c'est des données dimensionnelles. Clairement, pour prendre l'exemple d'une poutre, dans un logiciel BIM, on retrouve sa section, son volume. Sa section, vous allez voir si elle est transversale, si elle est dans le bon plan et à quoi elle correspond. On peut trouver une masse volumique peut-être. C'est pas avec ça qu'on monte nos cadres de DPGF. Moi, pour une poutre, j'ai besoin d'obtenir une surface de coffrage, pour parler clairement. Et pour cela, donc, je configure dans mon logiciel métier des composants. C'est très simple, on ne parle pas de code ni de programmation informatique, hein, c'est du langage accessible à tous, pour dire que pour chiffrer une poutre, on utilise les variables de sa longueur, de sa largeur, de sa section, de son volume, et à partir de ça, on calcule les surfaces qui nous intéressent et les quantités qui nous parlent à nous et qu'on sait chiffrer, qu'on maîtrise. Voilà pour cette slide. Donc ça, on va dire que c'était toute la partie hier, dans ce qu'on faisait avant. Et sur la slide suivante, je voulais vous montrer donc, ce qu'on faisait aujourd'hui. Donc je vous ai dit, pour nous, l'objectif, c'est de consolider notre socle de travail en BIM niveau 2. Et donc pour cela, aujourd'hui, on passe énormément de temps à à rédiger des protocoles BIM. C'est un document qui a à peu près la même valeur qu'une convention de groupement de maîtrise d'œuvre. Et elle régit deux thèmes principaux. Le premier, quelle modélisation on veut et quelle collaboration on va faire. Donc je vous l'ai dit, moi je ne pense pas qu'on ait forcément vocation à modéliser. Par contre, c'est à nous d'exprimer quels attendus on a de la maquette à quel moment. Par exemple, quand on me demande d'étudier une phase pro sur un hôpital comme illustration de gauche, je ne veux pas trouver dans la maquette des objets issus d'une bibliothèque fabricant, puisqu'aujourd'hui ça serait contre-productif, sauf cas particulier où c'est justifié, dit au Code des marchés publics, vous connaissez aussi bien que moi. Je ne veux pas non plus trouver des objets qui soient bourrés d'informations dont je ne maîtrise pas et qui ne soient pas inhérentes à l'opération. Donc le but, c'est exactement ce qu'on fait hors BIM, c'est de travailler avec des objets génériques. Chaque analyse et chaque simulation de chaque spécialiste enrichit le modèle, et le modèle progresse jusqu'au niveau qui nous permette de ficeler des marchés de travaux. Voilà, donc ça c'est pour la dimension de modélisation. Et ensuite pour la dimension de collaboration, ce qu'il est important de figer, c'est quelque part d'apporter énormément de traçabilité à tous les échanges qui sont mis en place, de manière à pouvoir opposer les responsabilités entre chaque intervenant sur la maquette, puisque des fois on est co-contractant, mais c'est pas systématiquement le cas. Puis il y a d'autres intervenants qui interviendront sur cette maquette. Donc le but est de cadrer l'intervention de chacun et que chacun puisse réaliser son métier sur cette maquette. Florent, on va être... J'ai terminé. Ah bah parfait, et donc je passe la main à Stéphane sur cette partie échange, hein, puisque c'est sur cette partie-là que vous souhaitiez vraiment intervenir, puisque le BIM a cette notion très importante de collaboration entre professionnels, avec un exemple particulier chez vous. Oui, bonjour, donc Stéphane Gilbert, donc je dirige la partie économie du groupe AIA. AIA qui réunit des architectes, des ingénieurs et des économistes. Et justement, après deux présentations très techniques sur un des aspects du BIM, je voulais vous faire part plutôt, moi, de l'expérience que nous, on a au sein du cabinet. Donc forcément, mes associés architectes et ingénieurs sont des gens avec qui je travaille toute la journée.
mais je ne travaille avec eux que 80% de mon temps. Et donc j'ai 20% de mon temps où je veux travailler avec des architectes extérieurs, avec des ingénieries extérieures, avec des OPC extérieurs, etc., etc. Et donc ce qui était intéressant pour nous dans le travail du quotidien, c'est de passer à un mode collaboratif avec un outil différent. Parce que pour moi, le BIM, c'est vraiment qu'un outil qui a évolué. Je me rappelais avec les anciens du bureau, quand on était passé du calque à l'informatique, c'était la vraie révolution et on se posait exactement les mêmes questions qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire, qui va faire quoi, etc. Et c'était une vraie révolution. Et finalement, petit à petit, toutes les planches sont parties à la jaille et puis on a remplacé ça par des ordinateurs. Et là, en fin de compte, on a toujours nos ordinateurs, mais on a des outils qui sont complètement différents, mais qui sont plutôt très axés sur le mode collaboratif. Donc nous, notre problématique à nous, c'était de savoir comment on était capable d'interagir dans tous les métiers de la conception qu'on a en interne. Et donc on a plutôt en 2013, on s'est dit, nous, le groupe va passer complètement en full BIM et on se donnait 5 ans pour le faire. Et donc on a commencé à entamer des réflexions sur comment travailler ensemble avec des outils un peu différents, qui devait faire quoi, etc. Alors on s'est posé tout de suite un peu des questions un petit peu d'ordre général et on a essayé d'essuyer les plâtres finalement sur des projets en se lançant un petit peu. Et on s'aperçoit que finalement c'est les architectes qui ont travaillé en premier parce que c'est eux qui devaient définir le logiciel sur lequel ils devaient travailler. Il y a 5-6 logiciels qui existent et ils devaient savoir lequel était le plus adapté. Une fois qu'ils avaient fait à peu près leur choix, ce sont les ingénieurs qui sont venus derrière et qui ont dit nous, on a déjà des logiciels métiers, où il y a déjà des logiciels dans l'ingénierie qui travaillent déjà en 3D depuis des belles burettes. Et donc, c'était de savoir s'il y avait une certaine compatibilité entre les logiciels. Forcément, parce que c'est toujours le même souci. Hein. Et le BIM, dans le collaboratif, c'est est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on récupère de l'autre avec, comme le disait Florian, la partie j'attends qui de quoi. Alors nous, on a l'avantage de pouvoir se mettre d'accord entre nous, donc de savoir ce que chacun attend de l'autre. Et donc ça n'a pas été un gros problème. C'est un problème dès qu'on passe avec des archis extérieurs, des ingénieurs extérieurs, parce qu'il faut savoir ce qu'ils ont dans leur besace, la manière dont ils travaillent, pour que nous, soit on ne perd pas de temps, soit on en gagne. Ça dépend. Et le tout pour pouvoir faire le même objet à la finale, parce que le maître d'ouvrage, lui, il a confié son contrat à une équipe de maîtrise d'œuvre et il doit avoir le même résultat. Alors pour nous, après du point de vue pur économiste de la construction, on s'est aperçu très vite que nous-mêmes, il fallait qu'on fasse un choix dans la manière de travailler. Et pas tellement dans la manière des logiciels qu'on utilisait, parce que le logiciel qu'on utilisait aujourd'hui nous va bien. Il est capable de faire des lectures de documents IFC, etc. Mais on s'est aperçu très vite qu'il fallait qu'on puisse mieux dialoguer encore avec l'architecte, et beaucoup plus en amont. C'est-à-dire que finalement, avant, on travaillait un peu de manière séquentielle. C'est-à-dire que l'architecte produisait son plan, nous on récupérait le plan, on exploitait le plan, on faisait notre description, on faisait des allers-retours avec lui, etc. Et en fin de compte, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut, dans une partie du temps, rentrer en même temps dans le logiciel de conception de l'architecte. Mais en même temps, c'est-à-dire que dès le moment où il va commencer à travailler, il faut déjà que nous, on commence à travailler. Alors après, il y en a certains qui font des protocoles, il y en a d'autres qui ont des BIM managers, etc., etc. Mais on s'aperçoit qu'il faut que, dans les phases, on rentre beaucoup plus vite. Et après, pose le problème du contrôle général, c'est de savoir qui est le chef d'orchestre. Qui, à un moment, siffle la fin de la récré et dit « bon, c'est bon, on arrête, quoi ». Parce que vous envoyez, l'archi dessine son poteau, ensuite c'est envoyé à la structure elle dit non, le poteau il n'est pas assez bien dimensionné, elle renvoie dans le modèle, l'architecte lui n'est pas d'accord parce que ça poussait sa cloison, moi ça a poussé ma prescription d'un objet qui va passer avec une différente épaisseur, etc. Et à la fin, comme ça on peut perdre beaucoup de temps. D'où d'avoir des limites très cadrées.
Alors, je vais passer tout le chapitre sur tout ce que ça peut impacter dans les missions, la loi MOP, qu'il faut peut-être sans doute réinventer, etc. Puisque à un moment, comme c'est du travail collaboratif, c'est tout le monde travaille un petit peu en même temps. Mais ce que nous, on s'aperçoit, c'est que finalement, on fait beaucoup plus de choses beaucoup plus vite. Ça, c'est sûr. Donc, on fait pratiquement un APD à l'APS, etc., etc. Donc, pour nous, c'est un petit souci. On s'aperçoit aussi qu'il y a un effet de mode aussi un peu par les maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage demandent du BIM. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai offert plusieurs fois le bouquin, le gros bouquin du BIM là, à des maîtres d'ouvrage. Ils me disent « Ah, c'est ça le BIM ». Je vais peut-être pas le lire en entier, parce qu'ils ne savent pas, mais ça les séduit. Et pour nous, la 3D, finalement, c'est un moyen de communication terrible vis-à-vis du maître d'ouvrage, parce qu'on lui explique de manière très concrète ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est important. Après, il y a un élément sur lequel on m'interrogeait encore ce matin, sur les entreprises, où là, je pense qu'il y a un vrai gouffre, parce qu'il y a des projets qui poussent le BIM, parce qu'ils sont trop complexes. Ensuite, ça redescend à un deuxième niveau, où là, tout le monde se dit c'est le bon moyen de travailler de manière collaborative et efficace, si chacun sait ce qu'il a à faire au bon moment, au bon endroit, hein, mettre chacun sur son bon pied. Mais derrière, il y a les entreprises qui doivent chiffrer, et là, on s'aperçoit qu'il y a un gouffre énorme. Hein, en dehors de ceux qui s'intéressent aux conceptions-réalisations, donc ils en ont un besoin impératif parce que c'est un marché de travaux. Quand vous lancez un appel d'offres en loi MOP, vous avez fait toute une conception en BIM. Le dernier sondage qu'on a fait, c'est 85% des entreprises sont d'accord pour pouvoir se former pour faire de l'étude ex-BIM. Donc ça montre qu'ils ne sont pas du tout au niveau et qu'il y a encore un gouffre pour ensuite arriver à la troisième étape qui est de pouvoir exploiter les bâtiments. C'est important. Nous, de notre point de vue d'économistes, on dit que notre premier métier, c'est d'être conseil, et d'être conseil sur tous les aspects liés à notre métier, hein, aussi bien estimation de travaux, prescription, technique, observateur des coûts, statistiques, etc. Je dis souvent que chaque projet embarque une énergie économique, et c'est à nous, économistes, de la révéler. Et je pense que le BIM est un bon moyen de le faire. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, hein, finalement c'est une base de données, hein, le BIM, hein, rappelé par mes deux camarades. Donc à un moment, on va pouvoir, si on interagit de manière efficace à l'intérieur de la maquette numérique, on peut avoir des données significatives. Et donc on doit pouvoir améliorer la manière dont on va appréhender le projet et pouvoir mieux l'orienter le plus rapidement possible. C'est ça souvent ce qu'on nous demande. Hein. Souvent on nous demande combien coûte le projet, alors que le projet il a l'esquisse, et ce prix-là, il doit tenir jusqu'à la fin. Voilà. Donc des fois c'est un peu difficile. Néanmoins, je pense qu'en augmentant un petit peu notre temps de réflexion, avec les données, en sachant exploiter les données, et là aujourd'hui on s'oriente beaucoup plus vers dans notre cabinet sur la partie de business intelligence. Ce sont des personnes issues de l'informatique, issues des mathématiques, qui, eux, vont aller chercher des données qu'ils peuvent aller chercher dans n'importe quel type de métier pour pouvoir faire des tableaux de bord et d'indiquer les éléments qui sont importants sur lesquels on peut varier. Parce qu'aujourd'hui, dès que le projet il a commencé à se figer, après vous allez changer les prestations sur les façades, mais si la volumétrie est faite, c'est terminé, quoi. Et si l'architecte ne revient pas sur sa volumétrie, que la volumétrie est impactante, après vous allez appauvrir les prestations ou faire des prestations moins techniques, mais la volumétrie restera là. Et tout le monde sait que la volumétrie, c'est quelque chose d'important. Et on s'oriente vers une observation qui est très importante, c'est que finalement, le BIM renforce notre rôle d'économiste de manière significative. Parce qu'on devient un véritable manager économique dans l'objet à construire. On rentre très vite en amont sur le projet, on travaille sur des valeurs significatives qui sont des points de repère pour tous les métiers, et ensuite on est capable d'extraire des données qui servent à tous les métiers. Et forcément, comme nous, à la fin, on fait l'estimation tout corps d'état du projet, c'est là où nous, on devient l'incontournable, où par la transversalité des prix et des métiers, on devient le référent sur lequel le maître d'ouvrage va se tourner. Et ça renforce complètement notre métier. Si tant est qu'avant, on est bien
calibrer les éléments sur le sujet. Je vous remercie en tout cas pour ces présentations et ces exposés de vos métiers hein, qui, on sent bien, ont changé et surtout avec une place forte qui est donnée par le BIM. Est-ce que la salle a des questions? Alors, bon, j'en ai une et puis après, comme ça vous laissera le temps. Comment est-ce que vos entreprises sont passées un peu hein, je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne sont pas encore au BIM. Il y a un moment, comment est-ce que chacun y est un peu passé? Florian, il y a quand même cette question-là, un peu comment ça s'est fait en interne, peu pratiquement, hein, que Stéphane, tu l'as abordé. Mais Florian, c'est une autre démarche, je crois. Oui, alors nous, avec les méthodes déjà qu'on utilisait depuis quelques années, la marche n'a pas été si haute que ça, on va dire. Même si tout n'est pas fini, on n'est jamais arrivé là où on devrait l'être. Néanmoins, en effet, on s'est rendu compte qu'avec nos méthodes, on avait déjà fait le premier pas et on avait peu à faire pour vraiment franchir la marche. L'étape forte quand même, ça a été l'intégration donc, au master spécialisé. D'ailleurs, à ce sujet, donc, j'en étais le seul économiste de la première promotion et il faut vraiment qu'il y ait des représentants de cette profession dans les prochaines promotions puisque les échanges qui s'y font, ils sont très importants et je pense, c'est le genre de formation qui complète intégralement notre culture du BIM, mais au sens très large du terme. En gros, on n'utilise presque pas les logiciels. Et c'est en revenant au bureau qu'on ouvre le moteur et qu'on met les mains dans le cambouis et qu'on regarde quel logiciel nous permet de faire quoi. Et du coup, en se posant la question de manière complètement déconnectée du côté commercial, du côté marketing et des possibilités concrètes de nos éditeurs de logiciels, je pense que c'est le meilleur moyen de faire le meilleur moyen de prendre la meilleure décision. Donc ça, en effet, c'était une étape importante dans la transition. Après, donc aujourd'hui, toutes nos équipes ne sont pas BIM. On est en train de développer, c'est travail en cours. Oui, juste, c'est une question un peu sur le détail, ce que vous disiez sur le coffrage de la poutre, parce que c'est un bon exemple. Vous pouvez paramétrer sur un objet le coffrage de la poutre, le linéaire ou même la quantité de planches, peu importe. Ça peut se faire dans l'objet sur la maquette, enfin dans l'objet 3D. Vous pouvez anticiper ça et le faire pratiquement à l'APS. Qu'est-ce qui va se passer quand dans la collaboration, il y a l'économiste qui est intéressé par cette donnée? Comment le maître d'œuvre va-t-il réagir par rapport au coût que ça peut engendrer sur le paramétrage des objets? Et puis peut-être une deuxième question qui est liée à ça, c'est l'usage des objets préfabriqués par les industriels, qui sont quand même les seuls qu'on peut utiliser quand on commence à se mettre au BIM. Vous disiez que c'était pas possible d'avoir ça dans les bases de données. En même temps, c'est un peu la seule manière de pouvoir commencer, c'est d'intégrer ces objets, quitte à les normaliser ensuite et à supprimer des paramètres. Est-ce que c'est pas un peu radical de penser qu'on doit d'abord faire une bibliothèque d'objets génériques? Est-ce que c'est pas un peu plus souple? Comment réagissez-vous à ça? Alors, je vais répondre à la deuxième partie de votre question. Vous me rappellerez la première à la fin. Non, alors mon avis sur les objets fabricants, et de toute manière, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui à mon sens. En marché public, on ne peut pas mettre de marque et se référer aux caractéristiques très complètes d'un objet fabricant, là où toutes ces caractéristiques ne sont pas essentielles au projet. Dans la manière de mener un projet, la méthode utilisée, c'est d'apporter à chaque système constructif les contraintes liées à l'obtention du niveau des objectifs visés par le projet. Et non pas d'y apporter des caractéristiques lambda qui existent et qui pourraient être pour le coup contre-productives dans l'objectif de réaliser le meilleur projet possible. Bien entendu, à un moment, le basculement se fait avec les objets fabricants. C'est évident. Pour moi, en marché public, il ne se fait
qu'après passation des marchés de travaux auprès des entreprises. Et au moment où c'est cette donnée-là qui devient contractuelle. Je vous engage à regarder, donc les conférences sont filmées. Il y avait une conférence sur la partie produits BIM et industriel, avec cette notion de norme, PP-BIM, sur les produits justement qui vont effectivement aider ou en tout cas soutenir le développement par les industriels de ces e-catalogues pour que tout ça vienne interagir avec la maquette, mais aussi sur la partie objet générique. Il y a eu tout un débat hier. Je vous invite, ils seront en ligne, donc effectivement, ça répond à une partie exactement comme vient de le dire Florian. D'autres questions dans la salle ? Répondre à la première partie de la question. Elle m'est revenue, oui. Donc si j'ai bien compris, comment l'économiste quelque part se protège apporte sa science, sa couche de savoir au projet, et comment il se prémunit qu'elles ne soient pas utilisées par les autres. Est-ce que j'ai bien compris? Non. Non, c'est par rapport à la... Oui, excusez-moi. C'est la question du paramétrage, parce que le paramétrage est infini sur les objets. Comme avec le BIM, on peut gagner du temps, il peut y avoir une pression de la maîtrise d'ouvrage pour paramétrer plus, pour faire des calculs de ratios plus intéressants et plus complexes. Du coup, comment, alors ça peut servir à l'économiste, mais du point de vue de l'économie générale de la production du cadre bâti, comment le coût peut se répartir? Et quelle est votre habitude? Alors je vais simplifier encore. Qui va payer le paramétrage? En fin de compte, ça revient à la limite de prestation qu'on fait dans chacune des phases. Et donc, il faut forcément un jour l'écrire pour dire, à cette phase-là, on ne fera que du surfacique, on fera que du linéaire, on n'ira pas dans un détail béton, coffrage, armature, etc. Parce que ce n'est pas l'objet de la phase. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème parce que finalement, on s'aperçoit, nous, en interne, que c'est tellement sympa de travailler en BIM. C'est tellement sympa de foutre la poutre et puis de dire tiens, je vais mettre des armatures dedans. Et puis l'économiste de dire tiens, moi, je vais lui faire voir que je suis capable de faire béton, coffrage, armature et je vais te sortir tous les trucs, etc. Puis quand tu as 50 000 mètres carrés à faire, là, le gars, il se dit oh, putain, je vais en faire un peu moins tout de suite parce que là, je ne vais pas être au moment du livrable. Et c'est sûr que ça, c'est le livrable qui est important. Par contre, ça me permet de rebondir sur la partie que je voulais parler, voilà, pour pouvoir la placer, parce que j'ai 30 secondes là, du fait de la question. Merci. C'était le fait que finalement, aujourd'hui, on est en train, nous, de passer au BIM, on s'est organisé pour. Et aujourd'hui, la plupart des réflexions des économistes d'AIA sont de savoir comment je vais passer vers le module entreprise. La manière dont je vais travailler avec les entreprises. Parce que je leur fais, finalement, dans mes études de conception, ça revient à ton détail, de dire, putain, où je vais, où je mets le curseur. Et quand tu arrives en DCE, tu peux avoir un curseur qui est vraiment, qui peut être super top. Et finalement, pourquoi les entreprises derrière passeraient du temps à refaire tout ça? Alors qu'en fin de compte, ils n'ont plus qu'à le contrôler et de leur donner des outils pour aller vérifier que c'est bien fait suivant ce qu'ils veulent. Et donc là, normalement, devrait y avoir un gain pour que les entreprises puissent s'approprier très vite les projets et les chiffrer. Parce qu'elles sont 5 ou 6 entreprises par lot à chiffrer le même projet. Et finalement, on pourrait leur dire, mais alors c'est la fameuse mission quanti, tu fais une mission quanti pour tout le monde la prend bon pour compte, et puis après on fait le truc. Mais là, ça sera encore plus super si les entreprises pouvaient tout de suite aller vérifier dans la maquette si ça bien, ça marche, faire du petit maquettage à 2-3 endroits pour pouvoir faire de la vérification et en fonction de leur déboursé sec, etc., faire leur prix, mais de gagner un temps super rapide pour le chiffrage, qui pourrait même, en étant plus loin, dématérialiser, etc. Tu envoies ton projet, 15 jours après, il est chiffré par toutes les entreprises. Toi, tu fais ton analyse, hop, et puis après, tu peux choisir l'entreprise, c'est terminé, quoi. Alors, ça me permet de rebondir sur deux choses. Sur Florian, tu parlais de la notion de protocole, ce qu'on peut parler de convention BIM. Il y a une conférence cet après-midi qui a lieu sur la maîtrise d'œuvres concurrentes avec une présentation d'un guide justement sur la convention BIM pour la partie France. Donc ça permettra de vous expliquer un peu ce que ça veut dire et quelles sont les règles du jeu qu'il peut y avoir. Et effectivement, chaque projet a peut-être cette convention à adapter. Et pour rebondir sur la partie entreprise,
parce que nous avons un des conférenciers qui est dans la salle, mais il y a aussi une conférence sur le BIM et les entreprises de bâtiment. Je vous engage à venir du coup écouter, parce que Stéphane Gilbert parlait d'un gap, d'un gouffre entre cette partie maîtrise d'œuvre et entreprise. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir se dire sur ce débat-là du BIM, puisque, je le rappelle, le thème du congrès, c'est le BIM tous ensemble et c'est pour tous. Donc on est bien sur cette problématique de ne plus travailler en séquentiel, mais en collaboratif. Je vous remercie. Je vais clore cet atelier. Merci aux intervenants. Et donc, prochain atelier sur la partie BIM existant et rénovation. Merci beaucoup. Merci.